Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Moins d'un an, c'est vraiment vite passé. C'est ce qu'il reste avant la prochaine élection fédérale prévue pour le 21 octobre 2019. Pour nous en parler, je reçois la députée du NPD dans Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Madame Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Moore. C'est très gentil à vous. C'est C'est toujours un vrai plaisir. qu'un an, c'est même pas un an, là. C'est Moins d'un 11 mois, puis si on enlève les vacances d'été, si on enlève que vous ne siégerez pas bientôt jusqu'après les fêtes, si on met tout ça de même, là, il reste après quoi, 6-7 mois? De travail Oui, c'est ça, parlementaire, oui. de Ouais. semaines parlementaires, je Environ. dirais, là, à peu près, faut que je compte, là, mais moins d'une vingtaine de semaines Oui, parlementaires. environ. Fait que ça veut dire que c'est quand même, ça peut être vite passé. Il y a une question qui va venir tantôt. Oui, Vous me voyez venir. oui, Bon, mais il y a une chose que j'aimerais, Mme Moore, puis on en a parlé avant d'entrer en ondes. Et puis, je vous remercie de m'avoir permis de poser cette question-là. Le printemps 2018, est-ce que ça a été un des pires moments de votre carrière politique? Plainte de harcèlement contre son collègue Erin Weir. Affaire classée, et c'est derrière vous. CBC vous a fait des excuses. C'est trois items qui reviennent dans un seul item. Est-ce que pour vous, le printemps 2018 a vraiment été un des pires moments de votre carrière politique? ben, effectivement, c'est sûr que ça a été un moment difficile. Mais je pense que tu sais, maintenant c'est passé. C'est derrière vous. C'est ça. Puis, ben, moi, l'important dans tout ça, c'est fallait que je tourne la page, Oui. puis que j'aille de l'avant. Puis c'est la façon dont j'ai décidé de le faire. Puis, moi, je vous en félicite parce que je suis votre carrière politique. Puis, Jack Meeting vous a mis de côté. Il a dit, mais regarde là, tu t'en vas là, puis on va faire la lumière sur ça. Puis, il vous a réintégré dans le caucus. C'est donc dire qu'il n'avait rien à vous reprocher. Et où je veux en venir également, qui est très important, Madame Moore, c'est que vous avez eu des excuses de la chaîne CBC. Quand on sait c'est quoi CBC, qui est un réseau anglophone très, très, très gros, immense, quand un réseau prend la peine de vous faire ses excuses, je pense, très sincèrement, que vous pouvez tourner la page. Ben, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je pense que le communiqué de CBC parle par lui-même, Oui. est très clair. Puis ben, j'ai décidé pour la suite de tourner la page, puis aller de l'avant. Veux pas aussi, moi je suis en politique pour parler des gens de Oui. l'Abitibi-Témiscamingue, de notre Défendre réalité. des dossiers. Je veux pas pas que ça me dérange de parler de moi-même, mais Oui. ma priorité, c'est les gens, puis ben c'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir tourner la page, puis de me consacrer à 100% aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, aux enjeux des gens qui vivent dans le Nord, qui vivent en ruralité. C'est ma priorité, puis c'est ce que j'ai Et décidé de moi, faire. comme je vous disais tantôt, puis je vous le redis, je vous félicite d'avoir fait face à tout ça. Vous avez été humble et puis vous avez fait face à la musique, comme on dit. Puis c'est affaire classée aujourd'hui. C'est en arrière de vous. Puis vous allez vers l'avant. Je vous en félicite. Merci. En septembre dernier, on recevait un fil de presse qui était sorti, qui était intitulé « Vers une vague de départ chez les néo-démocrates ». Près de la moitié des députés élus sous la bannière du NPD au Québec en 2015 songeraient à ne pas se représenter à la prochaine élection fédérale. On parlait à ce moment-là de 7 sur 16 environ. Et votre nom apparaissait dans cette liste-là. Est-ce que votre décision est prise? Est-ce qu'on verra Mme Moore dans une campagne, dans la prochaine campagne électorale pour les élections du 21 octobre 2019?
Pour moi, quand on décide de se présenter à une élection, c'est parce qu'on est prêt à faire le mandat au complet de faire le Oui. 4 ans. C'est sûr qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent arriver, mais bon, pour moi, c'est une valeur importante. Même si ton parti prend une débarque, même s'il faut que tu sois prêt à assumer ton mandat, peu importe les circonstances, si on peut dire politiques, dans Mhm. lesquelles tu vas le faire. Et c'est pour ça que je continue ma réflexion, parce que pour moi, c'est important de prendre une décision réfléchie, de au moment où est-ce que je vais dire que je me représente, que je vais être là, c'est parce que je le sais que je vais être là pour faire 4 ans, pour être une voix forte, puis aussi pour pas faire mon travail à moitié. Il n'est pas question que je me présente comme députée pour après ça faire mon travail à moitié. OK. C'est hors de question pour moi. Présentement, ben, je suis enceinte, je vais avoir un nouveau petit bébé. Je sais toujours pas si ça va être un garçon ou une fille au début avril. Donc, je veux prendre le temps d'accoucher, d'être sûre d'avoir un bébé en santé qui me permet de continuer à faire ce travail-là. C'est beaucoup de voyagement, c'est beaucoup de défis pour une députée qui représente une région du Nord comme ça, Oui. avec le voyagement, les absences, ça a des impacts sur la vie familiale. Donc, je trouve que ce serait pas responsable, si on peut dire, d'annoncer ma décision tout de suite. Puis je pense aussi que mon parti comprend très bien que c'est tout à fait normal que je veuille prendre mon temps. Oui, c'est sûr, Je c'est sais que c'est sûr. le dernier, je sais qu'il n'y aura pas d'autres enfants, donc c'est un peu où est-ce que j'en suis C'est maintenant. donc dire que si votre accouchement est prévu pour avril, Oui, oui, avril, bon, avril, l'accouchement, après ça, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. oui. Il reste plus grand temps. Parce que là, Ouais. vous ne pouvez pas, le lendemain de votre accouchement, commencer une campagne électorale. C'est sûr. Pas avant au moins un mois et demi, 2 mois. Après, ça veut dire que là, on est rendu à la fin juin. Oui et non, parce que, tu sais, je pense que quand même assez rapidement après l'accouchement, je vais savoir si mon enfant est en santé Oui, ou oui, c'est pas. sûr. Oui, c'est Puis sûr. il reste aussi, tu sais, moi, ça va être ma 5e campagne électorale si je me présente à l'élection le 21 octobre 2019. Les campagnes électorales que j'ai faites en début de carrière, en 2006, 2008, 2011, bien que, tu sais, le parti nous donnait quelques ressources, c'était très, très, très limité. Fait que OK. j'ai appris à faire des campagnes électorales en ne comptant que sur moi-même et sur mon entourage, sur les gens qui pouvaient m'aider. Donc, ça fait en sorte que je connais la musique, je sais comment m'organiser, puis il reste aussi comment je peux dire, quand on travaille, quand on est candidat, Mhm. mettons, une première fois, il y a beaucoup de travail pour se faire Oui, connaître. oui, c'est sûr. Mais là, Moi, vous êtes connu, là. Après, effectivement, fait que je pense que tant que je continue à donner mon 100% en tant que députée, ben si je me représente pas, ben je vais quand même avoir donné mon 100%. Puis si ouais. je me représente, ben les gens Parce, vont pouvoir apprécier le travail parce que qu'à j'ai fait votre comme députée. Parce qu'à votre première élection, on parlait de Christine Moore. Ah, OK, je pense qu'elle se présente dans tel comté. Aujourd'hui, on parle de Christine Moore. Tout de suite, on sait que c'est NPD Abitibi-Témiscamingue, là, parce que vous avez une image là, qui est quand même là. Puis avec les nombreuses campagnes électorales que vous avez déjà faites, votre nom est fait déjà. Vous n'avez plus à retravailler ça. Effectivement, quand on se représente à une réélection versus quand on se présente comme candidate pour une première fois, c'est pas le même genre de campagne, Non, c'est du pas tout, le du même tout. genre de défi. Parce que vous n'avez pas à vous faire connaître. Il y a cet aspect-là aussi. Il y a l'aspect aussi, comment je peux dire, ben que quand on est député, qu'on soit candidat à notre réélection ou pas, il faut qu'on connaisse les dossiers, il faut qu'on les Oui, approfondisse. Donc, on sait déjà de quoi on parle, on oui. suit l'actualité politique. Donc, le travail de préparation est un petit peu différent. Puis, il y a beaucoup de ce travail de préparation-là en tant que candidat à une élection qui est un peu une partie intrinsèque du rôle de député, là, d'être au courant des Oui, c'est ça, dossiers, de connaître exactement. où est-ce qu'on s'en va. Ben, ça fait partie du rôle de député aussi. Moi, si je vous demandais, là, qu'est-ce qui pourrait vous inciter à vous représenter quand on sait très bien que votre parti, au moment où l'on se parle, est à son plus bas niveau. Au Québec, il est vraiment à son plus bas niveau.
je sais, vous allez me dire que les statistiques, on ne peut pas se fier sur ça, on l'a vu à la dernière élection provinciale, mais les dernières statistiques sorties, c'est que vous auriez de la misère à faire élire quelques députés, même au Québec, et que votre chef, M. Jagmeet Singh, n'a pas la cote là, au Québec du tout, du tout, du tout. Il a de la misère à percer au Québec. Qu'est-ce qui pourrait inciter Christine Moore à se représenter dans un contexte comme ça? Ben, les contextes politiques difficiles, comment je peux dire, ça fait partie de la réalité de mon début de carrière. Quand je me présentais en 2006, que j'allais cogner aux portes, les gens me disaient que j'avais aucune chance d'être élue, quoi que ce soit un jour. Oui, je Puis me souviens pourtant, de je ça, l'ai oui. fait. Là, Oui. on était à 2% dans les sondages, donc, puis pourtant, je me présentais quand même comme candidate pour le NPD à ce moment-là. Et pour moi, ce qui fait pencher la balance, c'est la population. Je me présente pas pour un parti politique en premier lieu. Je suis avant tout dévouée à l'Abitibi-Témiscamingue, puis c'est eux que je veux défendre. J'ai choisi le NPD parce que c'est le véhicule politique qui correspond le plus à mes valeurs, mais je suis avant tout là pour les gens. Puis ce qui est difficile dans ma décision présentement aussi, c'est que les gens m'approchent, me disent « On veut que tu restes, on veut que tu sois là, on veut que tu continues à être notre député, on apprécie ton travail. » Donc, c'est ça qui est difficile parce que je sens que les gens veulent profondément que je reste, que je sois là pour les défendre. Mais d'un autre côté, il y a tout l'aspect familial Oui, qui est sûr. extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment les deux plus gros éléments, si on peut dire, qui pèsent dans la balance. C'est que je sais que la population aime le travail que je fais, aime le style de politique que j'amène, mais d'un autre côté, je trouve ça important aussi d'être consciente des impacts que ça a sur une vie familiale. C'est un mode de vie complètement c'est atypique. Beaucoup de voyages, beaucoup, beaucoup. Puis, moi, si je vous demandais, est-ce que vous êtes une fille de défi? Aimez-vous challenger, comme on dit? Oui, c'est sûr, je pourrais dire de manière générale, je suis une personne compétitive, mais je suis pas une personne qui est compétitive dans le sens où est-ce que mon objectif, c'est toujours de me dépasser moi-même, pas de caler les autres pour me remonter. J'ai beaucoup, je ne vous connais pas de même non plus. J'ai beaucoup de difficultés avec cette façon de faire-là. Donc, quand je faisais du sport, ben, tu sais, souvent, c'était des sports où est-ce que le seul facteur qui joue, c'est ta propre performance. Par exemple, j'ai fait de l'athlétisme. Ben, quand tu cours le 100 mètres, ben, c'est toi qu'il faut qu'il donne le meilleur de toi-même si tu veux espérer gagner. Et en politique, c'est pas ça. Et en politique, c'est difficile parce que il y a une partie de ce qui se passe que tu contrôles pas. Tu sais, ce qui se passe avec le parti, avec les autres candidats, cette partie-là, tu la contrôles pas. Mais il y a quand même une partie que tu contrôle toi-même, tu sais, dans le fond. Puis c'est un peu comme dans le sport, tu sais, si tous les autres donnent la meilleure performance de leur vie, ben tu le contrôles pas. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est toi de donner le meilleur de toi-même. Exactement. Puis après ça, ben il arrive ce qui arrivera. Comment est l'atmosphère au caucus du NPD actuellement? Ben, je pense que ça va. Je pense que de plus en plus, on se met en mode préélectoral. Il y a eu des moments où est-ce que c'était plus difficile, qu'il y avait des grosses discussions. Mais je pense que présentement, avec ce qui s'est passé, notamment M. Trudeau qui a décidé d'acheter un vieux pipeline de 65 ans à 4,5 milliards de dollars, ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a profondément fâchés. Mais ça a fâché pour pas mal tout le Québec, là. Il faut le dire. Oui, ben, même le pays en entier. Oui, même le pays, oui. Mais c'est ça. Puis surtout avec les messages où est-ce que on dit clairement il y a une urgence climatique à agir, à adopter des mesures. C'est pas juste, adopter des mesures environnementales, c'est qu'il doit y avoir une profonde remise en question de nos systèmes, du mode industriel, de l'économie aussi. Donc, il doit y avoir des profondes remises en question pour répondre aux défis climatiques. Et présentement,
ni M. Trudeau, ni les conservateurs semblent être prêts à faire ce qu'il y a à faire. Donc, de plus en plus, on fait, si on n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus cette espèce de conscience-là au Parlement. Donc, on n'a pas le choix si on veut être capable de laisser un avenir aux nouvelles générations d'agir. Puis je pense que ça nous motive particulièrement de dire, là, il faut être là. L'atmosphère est quand même bien au caucus du NPD, même si on sait qu'on n'est pas beaucoup dans les sondages. On a de la misère au Québec beaucoup. On a un peu de misère au Canada aussi. Monsieur Singh ne semble pas être dans la mire de beaucoup de Canadiens. Mais je pense aussi qu'on a des collègues qui sont là pour nous rappeler qu'on a vu des choses pas mal pires, qu'on était à 12-13% dans les sondages à certains moments, qui nous racontent quand ils ont vécu, quand on a perdu notre statut de parti officiel. Donc, tu sais, comment je peux dire, c'est sûr qu'on peut voir les choses d'une manière noire, mais on peut aussi remettre tout ça en perspective puis dire c'est pas catastrophique. Et les choses changent tellement vite en politique. Oui, puis on en a eu un exemple frappant, comme je le disais tantôt, au 1er octobre dernier, lors de l'élection provinciale, les bonzes se sont tous fait déjouer, les statistiques et tout, les pronostics, tout ça a été balancé par-dessus bord. Il n'y a aucune maison qui a dit qu'un tel parti aurait autant de sièges, serait majoritaire, etc. Là. Fait que ça veut dire qu'il peut se passer beaucoup de choses. Puis d'ici au 21 octobre 2019, les temps peuvent changer aussi. Là, oui, puis il y a aussi, tu sais, on va se présenter lors de l'élection, lorsqu'on va avoir les débats des chefs, avec des au minimum, deux nouveaux chefs qui sont à leur première expérience en temps de débat. Fait que c'est sûr que les gens vont apprendre à les connaître à ce moment-là beaucoup. Aussi. Si on prend, si le Bloc québécois, qui serait, selon les nouvelles règles, admissible au débat des chefs aussi, lui aussi va avoir un nouveau chef. Donc, dans le fond, on va se retrouver en face de nouveaux visages qui sont quand même assez inconnus, chacun d'entre eux, là. Même M. Scheer n'est pas nécessairement connu non plus. Non, Andrew Scheer n'est pas beaucoup connu. Votre chef n'est pas beaucoup connu. Il pourrait, comme vous le dites si bien, avoir un nouveau chef aussi au Bloc qui peut être invité au débat des chefs. Tout ça. Il y a Mme May qui devrait être là encore. Exactement. Donc, c'est un autre portrait de débat. Oui, exactement. Même si on est dans au provincial, j'aimerais juste qu'on touche un point, Mme Moore, si vous me permettez. Registre des armes à feu au Québec, même si c'est le Québec, là, comme je le disais, il a existé au fédéral. Mm-hmm. On sait le fiasco total que ça a fait. C'était supposé coûter quelques millions, ça a coûté quelques milliards. On a mis ça aux poubelles ou à peu près. On ne veut pas le donner au Québec. On a dit, arrangez-vous si vous en voulez un. Vous en ferez un qui devrait coûter X millions également. Est-ce que vous êtes pour un registre des armes à feu, même si c'est au Québec, vous siégez à Ottawa, mais est-ce que vous êtes pour? En tant que propriétaire d'armes à feu, ce que je peux dire, c'est que le registre, comme il est conçu actuellement, n'est pas pour les propriétaires d'armes à feu. Donc, dans le fond, ce n'est pas un outil pour moi en tant que propriétaire d'armes à feu. Il ne sert pas. Et considérant les coûts, c'est sûr que si j'avais été en position de choisir, j'aurais probablement privilégié que cet argent-là soit investi pour d'autres programmes, en particulier pour des programmes sociaux. Je pense que ça aurait été mieux investi. Maintenant, le Québec a rendu sa décision. On espère que ça va être mieux géré que ça a pu l'être au beaucoup moins dispendieux, surtout. Effectivement. Donc, on espère
j'espère que ça pourra être présenté plus davantage en ayant le ministre des Parcs, de la Faune et tout ça. Je lui enverrai comme message s'il y a moyen pour lui de trouver des solutions pour que ce registre-là serve aussi aux chasseurs, aux propriétaires d'armes à feu. Je pense qu'on en serait tous gagnants. Donc, ça sera son défi, si on peut dire, parce que, la date obligatoire tombe en janvier 2019. 18 janvier, 28, d'accord. Je pense que c'est le 29 janvier 2019, la date limite pour immatriculer. On va avoir un dossier noir si on ne le fait pas. De toute façon, moi, c'était votre opinion sur ça que je voulais savoir, surtout versus le fédéral qui a coûté excessivement cher. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas ce que j'aurais priorisé. Okay. On a sursauté un peu l'autre jour, il n'y a pas tellement longtemps, que l'ex-gouverneur général du Canada, Mme Adrienne Clarkson, qui facture encore 100 000 $ par année, et ça depuis 2005. Elle n'est plus en fonction comme gouverneur général depuis 2005, pour des dépenses de bureau. Est-ce que en Chambre, vous étiez au courant de ça? Est-ce que ça a déjà sorti en Chambre que les ex-gouverneurs généraux, là, j'ignore si les autres le font également, mais je sais que Mme Clarkson, ça fait les manchettes, c'est 100 000 $ par année qu'elle charge au gouvernement actuel pour des dépenses de bureau. À Ottawa, en Chambre, est-ce que ça a c'était pas sorti, nécessairement... oui, on en a discuté, c'était pas nécessairement connu. Il y a aussi, le fait que comme, par exemple, Mme Jean, quand elle est allée à la francophonie, oui. Comme elle était sur une autre organisation, elle n'avait pas à facturer le gouvernement canadien. Monsieur Johnson s'enligne pour être commissaire au débat, donc lui aussi, il va avoir une fonction. Donc, elle était après la seule, d'abord. De ce que je peux comprendre, des anciens gouverneurs généraux là, qui sont toujours en vie, je pense que c'est une des seules, parce que c'est quand les dépenses franchissent le 100 000 $ par année, je pense que c'est déclaré. Je pense qu'une des grosses problématiques aussi, au Parlement, on a quand même travaillé là-dessus, mais c'est toute la question de transparence. Si on savait exactement quels montants ont été dépensés pour quel événement, peut-être qu'on serait capable de juger si oui ou non c'était pertinent, mais à partir du moment où est-ce que on a juste des montants sans trop comprendre à quel événement, à quel titre, qu'est-ce qu'elle faisait là exactement, c'est plus difficile. Elle a envoyé une facture de 100 000 $ au fédéral. Non, c'est que peut-être imaginer qu'est-ce que je dis. Non, c'est que elle envoie des factures, en expliquant les événements, mais nous, on le sait pas au niveau public. On a juste le montant global qui a été dépensé dans l'année sans savoir. Vous savez que le fédéral devrait 100 000 $ à Mme Clarkson. C'est ça. Mais comme nous, par exemple, comme les députés, maintenant, les frais de voyage sont indiqués. Fait qu'on sait que pour l'aller-retour à Ottawa de telle date, ça l'a coûté tant d'argent pour faire voyager tel député, etc. Donc, donc on sait pas nécessairement pour chaque item, mettons, mais par exemple, si on va consulter les budgets de députés, on sait qu'il est allé participer à tel événement, à tel moment, que ce déplacement-là coûtait tant d'argent aux contribuables. Donc, on a un peu plus une idée de qu'est-ce que les gens font. Le problème avec l'argent public, c'est de savoir exactement à quoi elle a servi pour juger de la pertinence ou pas. À partir de ce moment-là, c'est difficile. Mais approuvez-vous ça, vous, comme député? Je peux pas approuver ou désapprouver si je sais pas exactement ce qu'elle fait avec l'argent. Si elle représente le Canada à des événements où est-ce que vraiment c'est tout à fait pertinent puis que ça l'ajoute une plus-value et que les frais sont raisonnables, c'est-à-dire qu'elle exagère pas, par exemple, au niveau du coût des billets d'avion, etc. Je peux approuver. Mais si on me présente une facture, si je sais qu'on a dépensé 100 000 $ sans que j'aie aucune idée pourquoi exactement, c'est un petit peu plus difficile. Fait que c'est le manque de transparence qui était supposé être résolu par Justin Trudeau. Il était supposé de s'attaquer à ça, puis il s'y attaque pas plus. Donc, pour l'ensemble des dépenses gouvernementales, ça prend de la transparence pour être capable de juger adéquatement. Madame Moore, depuis le 17 octobre dernier, on sait qu'on a légalisé la vente du cannabis. Vous êtes en chambre, vous. Oui. Et puis, quelle est l'atmosphère
lorsqu'il est question de cette nouvelle loi, est-ce que c'est lourd comme atmosphère? Dans la population en général, c'est très divisé. Oui. Et comme deuxième question sur ce sujet-là, est-ce que vous êtes vraiment surprise de l'engouement que porte depuis le 17 octobre dernier la vente légale du cannabis? Parce qu'il y a un engouement là, sans précédent. Ben, je crois que, tu sais, au niveau de l'engouement, je pense que, bon, ça a été mal évalué. Je pense aussi que c'est très situationnel. Donc, c'est un peu des gens qui fumaient plus depuis plusieurs années, qui, parce que là, c'est légal, ont décidé de vouloir s'en commander ou de vouloir en profiter pour dire qu'ils ont fait partie de cette légalisation-là. Je dirais au niveau de l'ambiance, c'est quand même assez lourd parce que je pense que du côté du gouvernement, on se met quand même pas mal la tête dans le sable. On semble dire que tout se passe très bien puis que c'est simplement certains ajustements mineurs, mais il y a des problèmes majeurs au niveau de la légalisation. Si on parle du rôle du fédéral, il reste que présentement, il y a toujours pas de machines ou en tout cas tout ce qui est conduite avec les facultés affaiblies. Au niveau légal, on s'enligne vers des contestations parce que il y a pas la fiabilité. Au niveau des approbations, au niveau des producteurs, c'est extrêmement long. Finalement, on se rend compte que le crime organisé aurait probablement réussi à s'infiltrer en étant investisseur par des compagnies à numéros, etc. Fait que finalement, on n'est même pas sûr que le crime organisé est vraiment sorti du marché du cannabis. Donc, il y a quand même des problèmes majeurs, puis on semble complètement passer à côté, dire que c'est des petits ajustements, alors que c'est des problèmes assez importants. Ce sont des ajustements majeurs, c'est sûr. Puis, le fédéral, dans certains domaines du cannabis, a pelleté ça dans la cour du provincial. Le provincial a pris ça, il a pelleté ça dans la cour du municipal. Effectivement, puis les municipalités ont pas tous, comment je peux dire, quand tu vas chercher de l'expertise légale pour déterminer si oui ou non tu peux intervenir dans tel ou tel domaine, ça a des coûts. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau de cette légalisation qui a été pelletée. Si on fait le résumé de tout ça, au moment où l'on se parle, Madame Moore, on n'était pas prêt. Non, effectivement. Je pense que la position qu'on aurait dû prendre et celle qu'on défend depuis le début, c'était de décriminaliser pour arrêter de poursuivre les gens, puis après ça, prendre le temps que ça prend pour légaliser de manière intelligente, si c'est la meilleure solution pour tout ça. Mais présentement, ça se passe vraiment pas bien. On sait même pas. Le plus gros problème était vraiment le problème qu'on traitait une problématique de santé comme une problématique criminelle, qu'on criminalisait des gens pour la possession simple, donc des gens qui faisaient que consommer à place de leur fournir les services de santé. Puis ça n'est pas réglé. Puis avec tout ça, bien, je cite M. Trudeau qui, le 17 octobre dernier, disait « Le pot n'est pas bon pour la santé ». Fait que jugez-en par vous-même. Madame Moore, ça fait un plaisir. Je vous remercie beaucoup. Bon accouchement. Merci. Et puis, j'espère qu'on va se revoir. Et puis, sûrement, vous avez une décision très importante à prendre. Et puis, vous nous en ferez part en temps et lieu. Oui, certainement. On se reverra par la suite. Merci beaucoup, Mme Moore. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.